Le cercle RH et le débat de Smart Job pour parler des managers. Alors vous allez me dire, évidemment, c'est l'émission idoine pour en parler, et de la posture des managers. C'est quoi la bonne posture dans un monde du travail en pleine évolution, le télétravail, la génération Z, l'envie de ne plus respecter l'autorité. Et je regarde Frédéric Fougerat, que je présente, qui incarne... Pour la génération Z. Pour la génération Z, c'est exactement ce que je vais vous dire. Président de Tenkan. Tenkan Paris. Exactement, mais vous avez eu des responsabilités à plusieurs reprises de manager, de cadre dirigeant, et donc à embarquer des équipes et d'avoir, j'imagine, et je n'en doute pas, la bonne posture. Et on va en parler avec vous dans quelques instants. Karine Uzubeli, c'est un vrai plaisir de vous accueillir, directrice, alors je prends toujours plaisir à le dire, et calmement, des richesses humaines. Auparavant, on aurait dit DRH, mais chez Antoria, vous êtes la directrice des richesses humaines et de la RSE. Et vous êtes aussi là pour dynamiser et embarquer vos managers et peut-être les aiguiller sur le bon chemin. Merci d'être là. Benoît de Cerisy, ravi de vous accueillir. Bonjour. Manager Paris chez KPM, alors qui est une entreprise justement dont la mission est d'accompagner et de conseiller et de donner les bons outils pour outiller ces fameux managers. Exactement. Vous vous sentiez manager, vous, Frédéric Fougerat, parce que ce mot, je l'utilise depuis 3 ans, depuis que Bismart est créé. Et je suis toujours très embarrassé parce que sur votre fiche de paye, il n'y avait pas écrit manager. Vous étiez directeur de la communication, certains sont directeurs de la finance, d'autres sont des... Mais il n'y a pas écrit sur votre fiche de paye manager. Mais pourquoi utiliser toujours ce mot ? Excusez-moi. C'est vrai, 35 ans de direction de communication, mais jamais une seule fiche de paye sur laquelle figurait la fonction de management ou de manager. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on n'évoque jamais en réalité. Ça fait partie du lot, ça fait partie du package, mais vous allez manager vos équipes, vous allez les recruter, accompagner ou pas des ressources humaines, vous allez les piloter, vous allez vous en séparer, mais à aucun moment ça fait partie quelque part de votre fiche de poste. Votre fiche de poste, c'est votre fonction. Moi, en l'occurrence, c'était la communication. Oui. On me demandait d'être un pro de la com, pas un pro du management, mais pourtant je n'ai quasiment fait que du management. C'est pour ça que j'ouvrais la porte de ce côté, puisqu'en fait on vous le dit après, on te dit ce poste est génial, on est très fiers, on est directeur, on va avoir de belles responsabilités. Mais attention, tu vas avoir une équipe de 35, 40 personnes, 100 personnes. Ça, c'est l'effet qui se coule, Karine Uzubeli. Alors c'est votre métier, mais vous aussi, il n'y a pas écrit manageuse sur votre fiche de poste. Non, et du coup, ça questionne aussi le temps que ces managers vont consacrer au réel métier de management, en fait. Et donc, souvent, ce qui nous remonte, c'est ça, c'est cette complexité entre je gère de l'opérationnel. D'ailleurs, je gère aussi des injonctions contradictoires. Je dois gérer de l'opérationnel, je dois produire des résultats. Et en même temps, j'ai des collaborateurs à côté qui nécessitent forcément du temps, de l'attention, de l'investissement. Donc oui, c'est un vrai sujet aujourd'hui de plus en plus criant. Vous qui accompagnez et qui voyez l'évolution de ces managers, en fait, on n'est pas préparé à être manager. Enfin, il y a des écoles de management, c'est vrai qu'il y a des écoles prestigieuses de management, mais en fait, on fait beaucoup de chiffres, on fait beaucoup de macros. Mais le vrai métier de manager, c'est quoi ? C'est dans l'écoute, l'attention, de l'empathie, de la sévérité parfois. Enfin, c'est ça un manager, non ? Oui, je ferai le lien avec ce que vous évoquiez sur le fait qu'on est recruté pour une expertise métier, de la communication, des fonctions RH, et on se met en situation de manager une équipe. Et c'est là où on fait rentrer la dimension de la posture managériale. Effectivement, ça se travaille. C'est quelque chose qui se muscle et qui se muscle souvent au moment où on prend sa fonction, quand on est accompagné par l'organisation. On peut le faire aussi d'une manière empirique, c'est-à-dire qu'on va développer naturellement avec ses propres qualités. Avec ses propres qualités. Et j'allais dire avec ses propres défauts. Et à certains moments, on se retrouve en difficulté. Et c'est là où souvent un accompagnement est nécessaire. Mais en même temps, en parlant de ce sujet-là, on pourrait se dire qu'il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas un enjeu sur la posture 2024. 2024, on n'a rien depuis 40 ans. Il n'y a pas de scoop. Il n'y a pas de scoop sur ce sujet-là. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'on a quand même, excusez-moi, je suis un peu abrupt, on a des collaborateurs qui ont quand même un peu muté. On télétravaille, on a des exigences. Et moi, j'ai lu dans l'article de l'Express, dont j'ai parlé dans Coach Arnaud, le papier sur le management qui était assez virulent, qui avait aussi une volonté de refus d'autorité. C'est-à-dire que, comme dans l'armée, un chef c'est fait pour cheffer, mais dans l'entreprise, le chef, il a de plus en plus de mal à asseoir son autorité, à donner des ordres. Enfin, est-ce que c'est vrai ou pas, là ? Moi, je ne suis pas d'accord, en fait. Je pense qu'il y a peut-être un refus d'autoritarisme, mais pas nécessairement d'autorité. Et la petite nuance, c'est que l'autorité, c'est l'affirmation du savoir, l'affirmation ou le fait d'assumer ses responsabilités, c'est la capacité à décider. Quelque part, ça inspire le respect. La légitimité, donc. Et donc la légitimité, l'autoritarisme, c'est plutôt la capacité à contraindre, à inspirer la peur, à forcer les gens. Et c'est ça que surtout, notamment les nouvelles générations, mais je pense que ça impacte aussi les plus anciennes, refusent.
pas nécessairement l'autorité, en tout cas pas dans le sens autorité professionnelle, qui inspire le respect, qui inspire. Le mot inspirer, le verbe inspirer revient régulièrement, notamment dans la bouche des jeunes. Ça s'appelle le Et débat les gens de cherchent des gens inspirants. Donc voilà, l'autorité, ça inspire. Vous n'êtes pas d'accord, ça s'appelle un débat. Alors, c'est pas que je suis pas d'accord. Vous aussi, vous êtes confronté, le manager vient vous voir, Karine, je Oui. m'en sors pas. Oui, franchement, Bah oui. depuis 20 ans, on voit qu'il y a quand même une sacrée évolution. Je pense qu'il y a trois effets. Il y a le contexte quand même qui s'est complexifié, qui est mouvant, qui bouge beaucoup plus vite qu'avant. Il y a quand même une crise du désengagement. Ah oui, les indicateurs sont les assez clairs indicateurs là-dessus. le disent et nous, en entreprise, bien évidemment, on le voit. Et ça, les managers sont confrontés à ça, donc doivent redoubler d'efforts pour rengager leurs équipes, pour rengager le collectif, pour aller jusqu'à une performance, bien sûr, de leur équipe et du collectif. Et puis, du coup, il y a une difficulté aussi pour le manager aujourd'hui, c'est la nécessité de prendre en compte les ressentis qu'il y a. Donc la psychologie, La psychologie. la psyché même. Avant, c'était quand même beaucoup moins le cas. Avant, ça restait à la porte de l'entreprise. Plus maintenant. Aujourd'hui, le manager, il est obligé de tenir compte de ça. Et donc de jouer entre le factuel, l'observable, le non négociable, la productivité, quantifiable même, d'ailleurs. Et en même temps la partie plus subjective. En Ouais. fait. Mais la bonne posture, pour essayer de répondre, qui est quand même une question très large, c'est quoi la bonne posture à l'aune d'un salarié qui devient citoyen dans l'entreprise, qui a des problèmes perso, qui les dépose sur la table et qui vous amène forcément aussi à sortir de votre rôle? Ça serait quoi aujourd'hui la bonne posture du bon manager? La bonne posture, ça serait un peu prétentieux de poser une réponse définitive. En tout cas, c'est être en connexion avec son interlocuteur, être capable, effectivement, vous avez cité déjà des comportements ou des compétences comportementales, être capable d'être à l'écoute, être capable de prendre en compte son point de vue, gérer effectivement une dimension émotionnelle, ce qu'on demande de plus en plus à des managers ici. Ce qui est lourd. Et puis affirmer effectivement ce qui est non négociable, ce qui est ma décision, comment je donne du sens à cette décision, comment je manage des moments de vérité qui sont souvent difficiles et qui nous amènent à travailler sur deux dimensions. J'ai été embauché parce que je suis un expert de la com, mais en même temps, j'ai ici une posture qui doit être adéquate. Et là, on rentre dans la dimension soft skills, dans la dimension excellence comportementale. Chez KPM, on considère qu'une entreprise qui réussit, elle combine ces deux dimensions. Et on accompagne les entreprises qui considèrent que cette expertise comportementale est un avantage concurrentiel pour l'organisation. Mais on rentre dans une entreprise, mais on la quitte pour son manager. C'est une petite phrase que j'ai prise de vous, ou de vous d'ailleurs. C'est vrai. On rentre dans une boîte, on est super content, on a un manager qu'on n'aime pas, un an après, on est parti. Ça, c'est une possibilité. Alors, je suis un peu un contre-exemple parce que moi, j'ai tellement de collaborateurs qui m'ont suivi de groupe en groupe et qui sont aussi rentrés dans des entreprises pour ils ont vécu une bonne leur expérience. manager. Mais effectivement, c'est souvent une question relationnelle qui fait que vous quittez une organisation. C'est un mauvais relationnel qui fait que à un moment, vous n'acceptez plus de collaborer, le courant passe complice d'un fonctionnement et donc vous allez voir ailleurs. Mais la DRH, la responsable des richesses humaines, je ne me lasse pas d'utiliser ce terme. Vous êtes vous aussi confronté à cette difficulté parce qu'à un moment donné, vous savez que ce manager est pas dans les clous. Comment on le met en porte-à-faux ou comment on le couvre à l'égard des collaborateurs? Parce que c'est un vrai sujet de boulot, ça. On est face à quelqu'un dont on sait que c'est flottant. Les collaborateurs vous font remonter. À un moment donné, comment on fait? On maintient ce manager en place parce qu'on dit après tout on le maintient, ou on le convoque et on lui dit écoute, va faire une formation chez KPM. C'est la bonne solution. C'est la bonne solution. Exactement. En fait, ce qui est très attendu aujourd'hui par les collaborateurs, ce qu'on nous remonte en tout cas, c'est qu'il faut que le manager il tente de faire promouvoir la réussite collective en fait. Et l'individu en même temps. Et l'individu. C'est plutôt une performance collective, c'est-à-dire que lui, son ego doit être mis de côté. Ce qui est aussi ça, un sacré enjeu. Et ça peut être très compliqué. Moi, j'aime bien l'image, alors qui est assez basique, mais je trouve qu'il fonctionne très bien, c'est toujours le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il a face à lui des experts, donc des individus. Il doit réussir de ce travail fait individuellement. Tous différents. Obtenir une performance collective. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le chef d'orchestre, il doit être précis, il doit être factuel, il doit dialoguer en permanence avec ses équipes. C'est ce qu'on demande à un manager aujourd'hui. Il doit gérer le ressenti aussi, l'émotion. Et puis enfin, le chef d'orchestre, il a une partition. Ça, c'est la vision globale de l'entreprise. C'est la strate. C'est la strate, c'est la vision partagée avec le dirigeant. Et puis, il va réagir en fonction de l'environnement, en fonction du public. Sacré métier. Donc, moi, je trouve que c'est assez basique comme image, mais ça fonctionne toujours bien, même dans le contexte actuel.
la distance, parce que c'est intéressant, vous avez ce sujet et vous l'avez. C'est quoi la bonne distance que l'on doit avoir? Parce qu'on voit aujourd'hui cette génération Z qui a des exigences citoyennes, on a aussi des aidants, on a aussi des difficultés familiales lourdes. Comment on fait là pour trouver cette bonne distance? La bonne distance, c'est le temps qu'on va accorder aux autres. On parlait d'empathie tout à l'heure, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, on la pratique beaucoup moins, et cette empathie ne va pas nécessairement être la même pour tout le monde ou vis-à-vis de chaque collaborateur. Et l'empathie, c'est une des qualités principales d'un manager, et c'est celle qu'on n'enseigne pas. Aimez-moi, c'est celle qu'on ne mesure pas. Non, c'est pas aimez-moi, c'est considérez-moi. Ouais. Intéressez-vous à moi. Un manager qui donne de l'empathie, d'ailleurs, il donne de l'empathie, c'est-à-dire qu'il donne de son temps. Et ça, c'est le vrai manager empathique. Le manager qui se croit empathique, lui, il consacre du temps. C'est-à-dire qu'en fait, il en perd. Mais non, on en donne pour la performance de l'équipe. Et ça, on le sent. On le sent très bien. Et c'est cette nuance d'un collaborateur à l'autre qui va avoir besoin de plus d'attention, plus d'écoute, plus d'accompagnement, et un autre qui va être plus autonome. Mais est-ce qu'on grandit au fil des années, de l'expérience? Alors, vous accompagnez, mais vous êtes dans la salle des machines, Karine Zubelli. Est-ce qu'on grandit au fil de l'expérience? Et Frédéric, forcément, a été impacté. Est-ce qu'on se dit, tiens, il faut que je rectifie, je rentre le week-end, je me fais mon petit examen de conscience, je me dis là, je suis peut-être allé trop loin. Comment on grandit? Comment on évolue dans son rôle de manager ou de manageuse? Moi, je pense que je suis très tournée sur le courage managérial. Et le courage managérial, pour moi, c'est pas juste être capable de prendre des décisions, parce que nous, nos managers, ils nous remontent souvent le fait que c'est pas eux qui prennent les décisions, mais qu'ils les appliquent. Et donc, le courage managérial, c'est être capable d'appliquer une décision. Je subis ce qui tombe d'en haut. Parfois impopulaire, et donc l'expliquer aux collaborateurs. Et donc, je trouve que pour grandir, un manager, il doit surtout écouter le retour de ses équipes. Ouais. Et que du coup, ça nécessite aussi que les collaborateurs aient le courage de faire des retours à leur manager. C'est pas simple ce que vous dites. Et ça, c'est pas Parce simple. qu'il doit appliquer, Frédéric Fougera, je vous ai vu sourire, quand ça tombe d'en haut et que globalement vous êtes aussi là pour appliquer les décisions de la strate, même si au fond de vous, vous savez que c'est une bêtise, je vous vois mal dire à vos équipes, tout ça c'est complètement débile, c'est pas possible. C'est pas possible, puis je pense que c'est le contraire, enfin c'est ce qui vient d'être dit, le contraire du rôle du manager. Le manager, il doit aussi jouer un rôle de bouclier, de filtre, notamment quand il y a une forte pression. Le bon manager, il ne va pas se décharger de la pression ou se défouler sur ses collaborateurs, il va plutôt l'absorber et essayer de recréer un climat plus serein pour permettre à l'équipe d'avancer, de travailler, et non pas en fait se défouler, se décharger. Il va assumer les erreurs de ses équipes plutôt que de se déresponsabiliser sur les autres. Donc il a ce rôle de filtre, je dis souvent bouclier, mais là c'est le mot filtre qui me vient, et ça correspond à ça. Et quand vous avez une décision qui vous est pénible d'exécuter, mais quelque part vous devez vous en faire le premier défenseur. Et c'est douloureux. Parce que c'est ça être un collectif. Ça c'est douloureux, je m'autorise. Enfin, c'est douloureux, mais pas nécessairement. C'est ça être un collectif. C'est qu'à un moment il faut aussi respecter une organisation, et dans une organisation il y a un décideur. Alors chaque manager est un décideur à son niveau, mais en haut il y a un décideur ou une décideuse. Ce qui est important, c'est de pouvoir échanger, partager, donner toutes les informations aux décideurs ou à la décideuse pour que la bonne décision soit prise. Mais il y a un moment, il y a une décision qui est prise. C'est pas forcément celle que vous avez soutenue, mais c'est celle de l'entreprise et c'est celle pour laquelle vous devez avancer et embarquer vos équipes. Et souvent, on en est un meilleur défenseur quand on doit se convaincre qu'il faut aller dans cette direction plutôt que de soutenir ce qu'on a suivi. Après, je pense que ce que Karine évoquait là... Non, c'est pas ça, c'est que la notion de courage managérial qui est finalement le manager en direction de ses équipes. Moi, j'aime bien aussi interpeller le manager et la direction en disant finalement ce courage-là, c'est aussi d'aller interpeller son propre management. En quoi la décision que j'ai apportée ici, et je ne la remets pas en cause, je te dis pas que je ne vais pas faire le job. Comment je la vends, quoi. Exactement. Comment tu m'équipes avec quelque chose qui est parfois extrêmement descendant, de l'ordre de l'injonction. Et c'est ce que j'appelle, moi, faire valoir son devoir d'impertinence. Aller confronter son management. Oui. Et c'est pour autant nécessaire, puisque c'est parfois des gens qui sont un peu isolés, qui n'ont pas le réflexe du sens, alors qu'ils le partagent régulièrement, mais qui, vis-à-vis des troupes, vont être plutôt dans du descendant, et on se retrouve seul à devoir cascader cette information. Mais juste le courage managérial, pour les managers que j'ai pu croiser dans mon univers professionnel, c'est ceux qui étaient capables aussi, je mets des guillemets, ce que vous dites, de tenir tête un peu à la direction et de parfois réaménager à sa sauce en disant « t'inquiète pas, je m'en charge ». Est-ce qu'il y a de ça aussi? Parce que c'est à la fois un bouclier, mais ça peut être aussi un médiateur. Oui, tout à fait. C'est ce que vous disiez. Cette capacité, en fait, de discuter avec le haut, avec le bas, et d'entendre, et de se faire outiller. Je suis assez d'accord avec ça.
souvent, ils manquent d'outils et du coup, ils sont confrontés à cette difficulté de faire face aux salariés. Ben oui, ils sont seuls. Sans matière. Ah ouais. Mais ce qui expliquerait, pour terminer notre émission qui est passionnante, le fait que de moins en moins de collaborateurs veulent devenir managers. Parce que ce que vous me décrivez, c'est... On en prend en haut, on en prend en bas, on en prend sur les côtés. Enfin, c'est pas simple. Hein. Ça, on le ressent effectivement. Beaucoup préfèrent rester dans leur position. Mais si vous me permettez juste de rebondir sur ce que vous disiez, en fait, la question, c'est quand même la question de l'autorité. J'ai commencé par ça, du coup, je vais finir par ça. La question de l'autorité professionnelle. Un bon manager à la bonne place, un bon recrutement, c'est aussi une personne qui a une autorité professionnelle. Et je peux vous dire que dans la communication, où tout le monde pense qu'avoir un avis, c'est avoir une compétence, et tout le monde va vous expliquer qu'il préfère le bleu, le rouge, telle image. Surtout dans la com. Je peux vous dire qu'un bon DIRCOM, il doit faire preuve de beaucoup d'autorité professionnelle, non pas pour imposer, mais à un moment aussi pour assumer son job. Ou alors, soit c'est son job, soit c'est le job d'un autre. Mais vous remarquerez que souvent les COMEX se transforment en club des DIRCOM, où chacun donne son avis sur la com, ce qui ne va pas être le cas. C'est tout à fait vrai. Sur les RH, comme malheureusement, ça va être beaucoup moins le cas sur la finance. Finance et gestion. Ou sur l'IT, là beaucoup moins. Et donc il faut faire preuve d'autorité. Mais ça, c'est dès le recrutement, il faut prendre la bonne personne avec la bonne autorité professionnelle. Vous savez vous imposer dans votre COMEX, parce que tout le monde a un avis sur les RH, tout le monde sait un petit peu comment ça marche, parce que c'est de l'humain, la com, c'est des couleurs, c'est des choix, émotions, des émotions. C'est pas si simple aussi. Après, il faut faire de la pédagogie aussi. Hein. Oui. Enfin, c'est-à-dire, absolument. S'imposer, oui, mais en expliquant aussi notre position. Nous, on a une fonction qui est très juridique en RH. Donc forcément, expliquer le droit, c'est pas forcément évident pour nos pairs du COMEX. Donc oui, il faut l'expliquer, il faut argumenter. La pédagogie de Karine Uzubelli, ça sera le dernier mot, j'en suis désolé. C'est un débat passionnant. Moi, je serais bien resté avec vous un peu plus longtemps. Mais évidemment, Nicolas Juchat m'empêche d'aller plus loin. Merci à vous. Merci, grâce à son autorité. Grâce à son autorité. Et non pas l'autoritarisme. Vous avez bien eu raison de le préciser. Merci Karine Uzubelli, directrice des richesses humaines RSE chez Antoria. Merci à vous, Benoît Dessérisy. Vous êtes manager Paris chez KPM. Et merci à Frédéric Fougera, président de Tenkan, avec une expérience longue et des managers qui sont derrière lui, qui continuent à le suivre. Hein, c'est bien ça l'histoire. Ce sont mes associés aujourd'hui. Ce sont vos associés. Voilà comment vous avez basculé dans un autre monde. On tourne une page, fenêtre sur l'emploi, on parle des auditeurs, pas ceux qui écoutent la radio, ceux qui font des audits, et on accueille notre invité.